Les derniers réglages sur la loi électorale sont attendus au niveau du Parlement. Des réformes qui vont sans doute davantage permettre au pays d'organiser des bonnes élections dans le délai constitutionnel, si et seulement si le Parlement s'accélère dans sa procédure. Et évidemment, la session de mars revêt plusieurs défis et enjeux alors que la situation économique est instable et la sécurité ne rassure toujours pas dans la partie est du pays. Les députés et sénateurs devront, lors de cette session, doter la RDC de tous les instruments nécessaires pour juguler ces différentes crises. Nous revenons dans ce premier dossier sur les enjeux et défis de cette session de mars ouverte le 15 mars. Au Parlement, il fallait attendre le début du mois de mars pour le retour des débats parlementaires dans les hémicycles. La nouvelle session qui s'est ouverte ce 15 mars promet de démarrer sur les chapeaux de roue. Un marathon d'échanges, projet de loi portant répartition des sièges et sécurité de l'étendue du territoire national, sur lesquels les parlementaires se pencheront durant plusieurs semaines. L'agenda s'annonce bien rempli. Les électeurs m'ont envoyé exiger à l'Assemblée nationale de faire de cette session une session exclusivement sécuritaire et diplomatique. Sécuritaire dans le sens que la République démocratique du Congo doit une fois pour toutes et efficacement aborder cette question de sécurité à l'Est et ces problèmes que nous sommes en train de traverser aujourd'hui afin qu'on en finisse une fois pour toutes. À peine quelques mois seront disponibles pour examiner les premiers projets de loi de la rentrée. Focus sur les travaux qui attendent sénateurs et députés pour le mois de mars. C'est la 9e session ordinaire de cette législature qui vient de s'ouvrir. À première vue, cette nouvelle session semble être la routine pour les élus du peuple. Mais dans le fond, les 3 prochains mois sont d'une importance capitale, surtout pour la bonne tenue des élections prévues au mois de décembre prochain. La représentation nationale doit voter pendant cette session la loi portant répartition des sièges. Selon les calendriers publiés par la CENI, les 2 chambres du Parlement vont examiner et adopter, à l'issue des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours, la loi portant répartition des sièges, circonscription par circonscription électorale, pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Comme vous le savez, cette loi devra être promulguée au moins 1 mois avant la date prévue pour les opérations de dépôt et d'examen des candidatures. Un casse-tête pour les candidats sénateurs et députés. Le processus électoral est biaisé par beaucoup d'erreurs, beaucoup de failles. Ce texte devra déterminer le nombre de sièges dans chaque circonscription électorale, au regard du nombre des personnes enrôlées. Le projet de loi devrait être le premier examiné. Actuellement soumis à la loupe, ce texte très attendu dans le contexte du processus électoral doit être présenté. L'autre grand défi reste la situation sécuritaire dans la partie est du pays. RDC doit plus que jamais identifier les vrais partenaires avec lesquels nous devons avancer dans la recherche des solutions à l'Est. Nous ne voulons plus de ces partenaires naïfs et qui font office de complices dans le jeu qui est en train de se passer dans ce pays. Avec l'ouverture de cette session, la représentation nationale récupère de facto ses prérogatives liées au vote des projets de loi, notamment celui relatif à la prorogation de l'état de siège dans le Nord Kivu. Une prérogative laissée au gouvernement dans la loi portant son habilitation. Les élus vont-ils proroger pour la énième fois l'état de siège, dont les résultats sont fort critiqués, aussi bien par les autochtones que par une frange de l'opinion? Que feront-ils au regard de la position des Nations Unies qui souhaitent une négociation aussi longtemps que cette chambre du Parlement avait voté une résolution interdisant à l'armée de reprendre les anciens rebelles au sein des FARDC? Nous allons nous arranger derrière toutes nos forces armées pour que cette histoire-là soit finie militairement. Les arrangements, non. Les brassages, les entrailles et consorts, fini avec cette histoire. Des questionnements qui méritent bien leur pesant d'or. On fait les accords pour aboutir à une solution quelconque. Et lorsque les accords n'arrivent pas à nous amener à la solution voulue, lorsqu'on a établi ces accords, ils peuvent se défaire. Les accords se font et se refont ou se défont. C'est pour cela que nous devons revoir les accords. Qu'est-ce qu'ils disent les accords? Lorsqu'ils sont en défaveur de notre pays, nous devons arrêter avec ces accords et revoir les choses autrement. Le mois de mars sera également rythmé par des débats thématiques avec le gouvernement.
La session s'ouvre sur des contrôles conduits par les parlementaires. Mais pour certains observateurs, le Parlement n'est qu'une caisse de résonance du président de la République. Nombreux sont ces élus du peuple qui ont décrit le rabais du niveau de débat au sein de la chambre basse du Parlement, qui devra opter pour des débats efficaces. Il faut dire que le calendrier est contraint par les débats électoraux. L'idée, c'est d'avoir un mois de mars soutenable en termes de rythme. Il faut que les textes soient préparés dans de très bonnes conditions. Il faut caler les lois. L'agenda sera connu dans les détails au cours d'une conférence des présidents, l'instance où se fixe l'ordre du jour. Monsieur Jean-Marie Kassamba, nous venons de suivre ces résumés sur l'ouverture de la session de mars. Plusieurs priorités. La situation sécuritaire est instable, toujours instable dans la partie est du pays. Et maintenant, la situation économique aussi. On a la loi électorale avec des réformes qui sont attendues. Par où commencer finalement? Bon, malheureusement, je pense que nous avons toujours dans notre pays les représentations nationales qui ne cadrent pas avec les attentes de la population, qui ne cadrent pas souvent avec les enjeux. Et très souvent, les assemblées sont souvent à la botte du pouvoir, pour ne pas dire la caisse des résonances. Comme on l'a dit dans ce dossier. De la tête du pays. Ce n'est pas la première fois. À l'époque du maréchal Mobutu, c'était la même chose. Vous savez, il y avait un parlement issu de l'opposition, un parlement du maréchal Mobutu. Il y avait deux parlements à un moment donné. Quand vous êtes arrivé, il y avait un parlement qui était installé à Lubumbashi, et à Kinshasa, on hésitait encore à trouver un parlement. On avait reproché justement durant beaucoup d'années de régime passé que les députés répondaient à Kingakati que à la population, etc. Ce qui faisait qu'il y avait ceux qui étaient à limiter, qui disaient qu'il y avait une majorité populaire, il y avait le Parlement populaire. Et malheureusement, maintenant, c'est plus, un système bien ancré. Plus que les cas. Pourquoi c'est plus que les cas? Parce que la composition de cette Assemblée nationale est elle-même biaisée en ce moment. Pourquoi elle est biaisée? Parce que les résultats des élections de 2018 n'ont pas été respectés. Il y avait une majorité et une minorité. On a tout chamboulé et parfois les gens jouent à la politique de l'autruche, font semblant, mais en réalité ils pensent autre chose. Comment voulez-vous qu'à la rentrée de mars, qu'il y ait autant de dossiers sur la table? D'abord parce que il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas encore réglées et le Parlement pensait qu'il avait le temps, ou plutôt l'Assemblée nationale, oui, avec le Sénat aussi, qu'ils avaient le temps. Et ils n'ont pas le temps. Aujourd'hui, c'est quoi la priorité? La situation économique est plus que catastrophique. Fragile. Oui, c'est plus que fragile parce que nous avons connu l'embellie 2019-2020, le cuivre, le cobalt se vendait à des prix intéressants. Nous avons engrangé suffisamment de moyens au trésor. Des devises aussi, oui. Oui, on avait engrangé. C'est pour ça qu'on a parlé, mais on a même fait des prévisions jusqu'à plus de 10 milliards de dollars parce qu'on a vu ce qui était entré. Mais oubliant que nous étions tributaires de marché de matières premières. Ce que nous avons engrangé pendant toute cette période a été dilapidé d'une manière expédiée qui a fait que les frappeurs aussi sont passés par là. Vous estimez que le budget qui a été voté ne va pas forcément répondre aux besoins de la population? D'abord parce que l'économie est une science. On ne peut pas tricher avec la science. La science dit qu'un pays s'enrichit avec de la production. On dit production nationale brute. Nous sommes un pays tributaire qui dépend des exportations de nos matières premières. Plus nous exportons, plus nous avons des revenus. Plus les prix sont intéressants sur le marché, plus nous pouvons nous enorgueillir d'avoir quelque chose. On n'a pas encore gagné la diversification des revenus pour notre pays. Nous n'avons même pas une agence, que j'appelle de tous mes voeux, de régulation de nos exportations en termes de matières premières. Si, par exemple, nous sommes producteurs à 80% du cobalt, donc nous pouvons réguler le marché. Imposer nos prix aussi. Oui, mais comme font les producteurs du pétrole. L'OPEP, par exemple. L'OPEP diminue la production, augmente la production pour gérer en quelque sorte le revenu. La Russie aujourd'hui, pourquoi l'économie ne baisse pas, ou plutôt ne connaît pas
malgré les sanctions. Ils ne sont pas secoués. Parce que la Russie maîtrise les exportations. Et donc, la situation économique aujourd'hui, elle n'est pas, on va dire, épisodique. Elle est structurelle. Autrement dit, si le Parlement ne prend pas des mesures conséquentes d'une manière rapide, parce que le Parlement, c'est l'autorité budgétaire, rectification du budget qui a été fait pour que le gouvernement puisse exécuter quelque chose de plus raisonnable. On va connaître des problèmes. On connaît déjà des problèmes. Il y a déjà des problèmes dans le contexte actuel. Deuxièmement, le Parlement continue à proroger l'état des sièges à l'Est, notamment au Nord Kivu, en Ituri, et le plus grand nombre d'électeurs, c'est ces côtés-là. On n'a pas encore enrôlé suffisamment et nos populations sont dispersées. Mais la situation sécuritaire impose cette mesure. Oui, mais est-ce que la situation sécuritaire va aussi conditionner les élections? Est-ce qu'on va se délester de toute cette population pour faire les élections, on va dire, pour la moitié ou une partie des Congolais? Troisièmement, l'organisateur des élections, c'est-à-dire la CENI elle-même, qui organise les élections, éprouve des difficultés incommensurables. Moi, j'ai reçu le président de la CENI, qui dit que depuis le mois d'octobre, nous sommes en mars aujourd'hui, il n'a pas encore reçu les moyens pour les opérations. Des précisions ont été données par le ministre des Finances. Oui, disant quoi? Parce que les consommateurs de fonds, c'est la CENI qui dit que n'a pas encore commandé la logistique nécessaire pour faire les élections. Le temps de livraison, ce temps n'est pas gérable. On n'est pas maître du temps. On a les transports à faire, on a les délais de fabrication, on a également les délais de déploiement. De déploiement de ces gens. Donc, il ne faut pas, en quelque sorte, faire la politique de l'autruche pour parler maintenant de la loi sur la répartition des sièges, quand on sait soi-même que les choses sont déjà mal parties ou mal engagées. Mais lors des sessions précédentes, il y a eu des députés qui ont dénoncé un certain laxisme dans les traitements de certaines lois, des dossiers au niveau du Parlement. La machine électorale n'est tournée pas à plein régime au regard des enjeux. Est-ce que ce régime-là sera déclenché maintenant pour répondre aux attentes? Ça va être un peu plus difficile parce que je vous donne un seul exemple. Nous avons, moi, la presse, je suis président du NPC. Pas suffisamment de débats, pas suffisamment de contrôle au niveau du gouvernement. Du comité de suivi. Notre ministre de tutelle a fait voter une loi sur la liberté de la presse, etc. Cette loi souffre de promulgation jusqu'à aujourd'hui. Ça pouvait nous faire avancer. Il y a un certain nombre de choses importantes qui devaient être concrétisées au niveau du Parlement, qui ne laissons pas ces choses. Et vous pensez que la République peut fonctionner lorsque les lois importantes ne sont pas votées? La production, de toute façon, la production parlementaire, en ce qui concerne ces législatures, souffre de beaucoup de déficits. Souffre alors énormément de beaucoup de déficits. Est-ce que c'est la politique qui influe sur... Mais parce qu'on a beaucoup fonctionné, bon, Covid est passé par là, mais en réalité, on a beaucoup plus fait de la politique politicienne que de voter des lois qui vont aller dans les sens de légiférer pour la République. On a plus géré l'harmonisation, pour ne pas dire, allez, s'attribuer une majorité qui n'était pas à soi, sortir du Parlement les gens qui pouvaient continuer à l'être, gérer parfois des dossiers sensibles, essayer d'harmoniser avec l'état des sièges, etc. Tout ceci a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, ça nous rattrape. Parce que si on avait installé la CENI bien avant, et d'ailleurs, je rappelle que celui qui était bien outillé, c'était Malonda. Très bon technicien, il pouvait faire ses affaires au-delà des contingences. Mais, comme on dit, le président Kadima est là, même Fayulu l'a dit, il faut faire avec, mais ça va être compliqué. Malonda appartient au passé. Oui, parti au passé, mais je pense qu'on risque de revenir à la case départ. Mais le président Kadima aussi a quand même la confiance de certains opposants. Vous avez cité Martin Fayulu, c'est plutôt les autres membres qui mais la problématique n'est pas Kadima. Est-ce que Kadima lui-même, il est adoubé aujourd'hui par l'ensemble de l'Union sacrée? Je ne le pense pas. Il fait l'objet des attaques incessantes. Il est d'ailleurs un peu bloqué dans le financement parce qu'il y a parfois un agenda caché derrière Kadima. Kadima s'est plaint. Il n'est pas gérable, c'est un haut fonctionnaire qui a aussi besoin de l'après de sa carrière. Aujourd'hui, il est à la CENI, mais il aimerait bien ne pas subir ce que Nanga a connu. Nanga aujourd'hui sacrifié, il est sanctionné pour avoir fait quoi? Mais il se lance dans la politique. Mais justement, c'est pour dire
Kadima n'est pas aussi malléable qu'on le pensait. Et d'ailleurs, il dit aussi, maintenant, la vérité, que s'il n'a pas ce qu'il faut d'ici la fin de l'année, il n'y aura pas élection. Enfin, il y aura élection ou non? Selon vous, il y aura élection ou non? Je l'ai toujours dit, ça fait plus de 3 ans, que lorsque les prémices sont mal jetées, lorsqu'il y a des problèmes de départ ratés, ça conditionne tout le reste. Lorsqu'on n'anticipe pas sur les dysfonctionnements, il n'y a pas de consensus. Parce que bientôt, la communauté internationale va s'inviter dans notre débat électif. Et bientôt, vous allez voir que le peuple va s'inviter aussi, vu les conditions de vie de chacun. Vous allez voir que même la société civile, qui était un peu taciturne, pour ne pas dire un peu effacée, va s'inviter aussi dans le débat. Et donc, ce qu'on avait mis de côté comme débat va s'inviter automatiquement au fur et à mesure qu'on perd du temps. Parce qu'on perd énormément de temps. Au profit de qui? Bon, c'est parfois le mauvais calcul. Pourquoi le mauvais calcul? Pourquoi? Parce que le président Tshisekedi, il a tout intérêt, il a dit d'ailleurs lui-même, il a tout intérêt à organiser les élections dans le délai imparti. C'est son premier mandat. Certains qui lui donneraient des conseils, je mets bien au conditionnel, de ne pas faire les élections, de viser sur soit les glissements, soit une transition, vont diluer sa légitimité et une certaine sympathie de la population. Et surtout que la situation économique n'est pas aussi réluisante, ça va être un peu plus difficile. Et donc, moi, je pense qu'il serait mieux qu'il fasse vraiment du forcing. On a parlé d'une cagnotte qui serait quelque part, mais cette cagnotte, on voit bien qu'elle n'est pas encore actionnée. En dépit du décor qui ne rassure pas certains? Oui, les décors ne rassurent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire tout en faisant fi des autres. Joseph Kabila en sait quelque chose. Le maréchal Mobutu en sait quelque chose parce qu'il avait, lui, à l'époque, convoqué la conférence constitutionnelle parce qu'il devait faire les élections en décembre, 5 décembre de cette année-là. Cette conférence constitutionnelle s'est transformée en conférence nationale souveraine. Il y a eu ici, on va dire, le dialogue entre Kinshasa et Jean-Pierre Bemba, cataracte. Les gens avaient dit non, il suffit seulement qu'on signe avec Jean-Pierre Bemba. Ça va aller. Ça n'a pas du tout fonctionné. Tout le monde s'est retrouvé à Sun City et à Kinshasa. Il y a eu le dialogue de la cité nord-africaine. On a dit non, ça va suffire. Non, ça n'a pas suffi. Des crises perpétuelles qui mettent toujours les Congolais autour d'une table pour les intérêts d'une minorité. Et c'est pour ça que je vous dis, ceux qui disent au président Tshisekedi, non, on va aller aux élections, la politique de la chaise vide, nous on l'a vécu en 2006, ça ne va pas aller. Enfin, ça va aller, les autres n'ont qu'à rester à côté, le train avance. Non, les trains n'avancent pas. Vous verrez qu'à un moment donné, on va parler, allez, dialogue, consensus, allez, les Occidentaux vont commencer à publier les communiqués, il faut que les élections soient... un cercle vicieux dans lequel nous revenons toujours. Oui, malheureusement, parce qu'on refait les mêmes erreurs qui ont été faites autrefois. Alors que les bases ont déjà été jetées. Bien évidemment. On a une constitution qui existe. On était à 3 cycles. Il aurait fallu seulement capitaliser sur les cycles, corriger ce qui ne pouvait pas être bon et avancer. On a voulu tout refaire. En voulant tout refaire, eh bien, ça nous fait bloquer. Qu'est-ce que, selon vous, pourrait constituer une innovation importante par rapport à la loi électorale qu'on a toujours reproché de ne pas répondre aux attentes des uns et des autres? Il fallait revoir, il fallait des réformes. Évidemment, les G13 a beaucoup milité pour ça, malgré qu'aujourd'hui, ils sont en train de regretter de ne pas avoir la loi électorale comme eux l'imaginaient. Qu'est-ce qui serait cette innovation comme une valeur ajoutée dans cette loi? Madame Feza, au Congo, personne ne peut gagner les élections tout seul ou avec une partie seulement. Le Congo, c'est une mosaïque. C'est un pays de compromis depuis 1885. Allez, je vais le dire. Depuis 1908, lorsque le roi de Belgique, Napoléon, a cédé cette colonie à la Belgique, compromis sur compromis. Le 30 juin, on a eu notre indépendance sur base de compromis. Kasavubu a été président de la République sur base de compromis. Mobutu, une fois qu'il a fait son coup d'État, il a pris et les militaires et les civils, il a fait le compromis. En 1967, à Luluabourg, on a fait une constitution de compromis. À Sun City, c'était un compromis. Lorsque on pense qu'on peut faire des choses tout seul, eh bien,
on va être rattrapé par la crise, on va être rattrapé par le manque de consensus. À un moment donné, ça va caler. On prend notre deuxième dossier du jour.